Jean-Louis, le Grand Prix de Monaco, un tracé aussi glamour que complexe avec ses nombreuses bosses, ses courtes lignes droites, c'est un peu une spécificité du Grand Prix. Ah oui, ça c'est bon, glamour c'est sûr. C'est sûr que même si la piste vraiment n'offre pas, je veux dire, les détails des grands circuits, on sait déjà que l'écrin est magnifique. Et dans l'écrin magnifique, il y a le bijou, qui est ce circuit où le rail est toujours à côté de la ligne blanche. Il n'y a pas de possibilité de sortir de la piste, sinon c'est casser la voiture. On peut se faire un petit peu ami avec le rail de temps en temps en le tutoyant, mais pas plus que ça. Et donc c'est un ensemble très spécial et qui rappelle ce que les amateurs aiment beaucoup et voient de moins en moins, c'est-à-dire un circuit où on ne peut pas faire de bêtises. Car maintenant, sur les autres circuits modernes, vous avez des zones de dégagement, ce qu'on appelle les run-off. Non, à Monaco, ça, c'est pas permis. Ça, c'est le premier chapitre. Le deuxième chapitre, la conduite là-bas est effectivement très différente et on le verra dans les réglages. Justement, Jean-Louis, quels sont les meilleurs réglages à adopter sur la monoplace pour qu'elle soit agile partout? Alors, on sait très bien que c'est donc un Grand Prix dans la ville. Ce ne sont pas des virages comme sur les autres circuits. C'est un croisement de rues différentes. Et donc là, il y a des trous et des bosses. Et il faut bien les accepter. Donc le réglage numéro 1, c'est relever la garde au sol de la voiture, parce qu'on ne peut pas chercher le dernier point aérodynamique, ça ne sert à rien du tout, puisque les ailerons sont braqués au maximum. Et puis la deuxième chose, c'est la souplesse des suspensions. Souplesse de suspension qui veut dire bonne motricité pour réaccélérer à la sortie des virages lents. Ça, c'est la recette essentielle. Et une fois que vous avez trouvé le bon réglage pour ça, pour aussi escalader quelques vibreurs, eh bien je pense que c'est la voiture la mieux réglée dans ce domaine qui gagnera le Grand Prix de Monaco. Il ne faut pas oublier la souplesse du moteur, et on sait que les motoristes s'attacheront à des cartographies de moteur assez différentes de ce qu'il y a par exemple sur les circuits comme Monza, où c'est le circuit le plus rapide de la saison, parce qu'il faut favoriser les reprises du moteur à basse vitesse également. C'est le premier Grand Prix en ville de cette saison. Comment appréhende-t-on cela au sein des équipes? Est-ce qu'on se base par rapport au réglage de l'an passé ou est-ce qu'on tente des choses? Oui, alors il y a de la simulation, beaucoup par rapport à ce qui s'est fait l'an passé et par rapport à ce qui se fait également à Singapour, puisque ce sera le deuxième Grand Prix dans la ville du calendrier. Et bien entendu qu'on fait appel à tout ce qu'on peut savoir de Monaco. Les deux choses qu'on ne maîtrise pas, c'est la météo naturellement. Ça, bien sûr qu'on ne peut rien contre cela. Et Monaco n'est pas fait pour la pluie, on le sait très bien, c'est très compliqué. La deuxième chose qu'il faut bien regarder, c'est renforcer la voiture. Parce qu'on met des attaches de triangles un peu différentes, justement pour quand on tutoie les rails, on n'a pas tout de suite une roue braquée dans l'autre sens. On s'attachera à faire une direction non pas plus démultipliée, mais un angle de braquage plus grand pour passer l'épingle de la gare, et puis la descente vers le portier, et le portier lui-même. Il y a des virages très serrés. Voilà globalement les recettes pour ce circuit. On parlait, Jean-Louis, de piège avec ces rails. Est-ce que c'est le seul? Oui, alors, je vous vois venir. Oui, alors il y a le piège des rails, ça bien entendu, mais il y a surtout le piège de l'ambiance de Monaco, où les pilotes y compris, les managers, j'en parle pas, les mécaniciens aussi, ont tendance à tirer un peu sur la corde et aller alors dans les discos, les réceptions, les grandes sorties en smoking, etc., les cocktails. Et donc tout ça, ça s'est pris sur le temps de travail, ou de repos plutôt, le temps de repos. Et en l'occurrence, eh bien, ça n'aide pas vraiment le lendemain matin quand il faut arriver les yeux un peu fermés pour bosser sur les voitures. Voilà, ça c'est le complexe de Monaco. Mais on n'y échappe pas parce que c'est tellement enthousiasmant le Grand Prix là-bas que voilà, tout le monde est attiré. Même les gens du Festival de Cannes viennent voir ça. Alors pour finir, Jean-Louis, une dernière petite question. Où en est-on côté moteur chez Renault et puis chez Honda? Alors chez Renault, il y a eu l'histoire du motorhome Renault qui n'est pas rentré dans le paddock du Grand Prix d'Espagne à Barcelone. Moi, je ne sais pas très bien pourquoi. Je pense que la négociation avec Bernie Ecclestone a manqué de diplomatie, peut-être des deux côtés. En tout cas, ce qui est certain, c'est que Bernie Ecclestone a désiré rencontrer Carlos Ghosn, c'est-à-dire c'est pas du tout Renault Sport F1, c'est tout en haut de la hiérarchie de Renault, et je pense que la rencontre aura lieu à Monaco, voilà, pour régler ce problème-là. Deuxièmement, vient s'ajouter à ça ce qui se passe avec le retour de Honda en 2015, car Honda est un acteur non négligeable de la Formule 1 dans l'histoire, et on sait très bien qu'ils ne reviennent pas pour faire de la figuration, notamment avec McLaren, hein, c'est le retour à une association mythique, et je veux dire, là-dedans, il y a Alain Prost et Ayrton Senna, dont on ne peut pas oublier les performances. Et donc ça va aussi modifier le paysage des moteurs, le paysage des négociations, et bien entendu, la répartition des moteurs dans les écuries.
non seulement en 2014, mais pour 2015 et la suite.